Il était en face des hommes en uniforme. Le commandant suprême des FARDC a eu des échanges avec les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise au palais de la Nation. Procès Floribert Chebeya devant la haute cour militaire. Les praticiens de droit ont démontré les différentes étapes de l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme et de son chauffeur. Et puis un invité dans ce journal, il s'agit de M. Adon Chaloué, il est coordonnateur de la campagne nationale Bolingo. Avec lui, nous allons parler justement de cette campagne nationale contre le tribalisme. Bonsoir M. Adon Chaloué. Bonsoir Madame. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubumbashi dans le Katanga. C'est l'heure de vous informer. Ils ont juré de défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise se sont retrouvés autour du président de la République et commandant suprême au palais de la Nation au cours d'une brève cérémonie d'échange de vœux essentiellement marquée par l'intervention du chef de l'État. Mieux, une causerie morale au regard du contexte sécuritaire actuel. Regardez. Notre serment! C'est cette détermination en renouvelant ses serments de ne jamais trahir le Congo qui a été exprimée lors de la cérémonie d'échange de vœux ce jeudi dans cette salle mythique du Palais de la Nation entre le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de la police et le haut commandement militaire. L'ordre du jour dévoilé, la cérémonie a débuté avec le mot de circonstance prononcé par le chef d'état-major général des FARDC au nom des militaires, policiers, bâtisseurs du service national et gardes de parc. Le général Célestin Mbala a présenté la situation sécuritaire du pays en mettant notamment un accent appuyé sur les opérations militaires en cours visant à neutraliser les forces négatives qui y pullulent. 8 mois après l'instauration de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et dans le Nord Kivu, le général des armées note de nombreuses avancées. Pour manifester aux garants de la nation toute la détermination des militaires à en finir avec les forces négatives dans l'est du pays, le chef d'état-major général a rassuré qu'aucun centimètre de notre territoire ne sera occupé par des agresseurs. Une détermination bien reçue par le commandant suprême. Prenant la parole, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout rendu hommage aux vaillants militaires tombés sur le terrain des hostilités l'année dernière. Il a en outre rappelé à l'ordre tous les responsables tant militaires que policiers afin de revêtir un nouvel habit et changer les fusils d'épaule pour que l'année en cours soit celle de plus de détermination, d'abnégation, de patriotisme, de loyauté et de discipline tous azimuts. Félix Tshisekedi a par ailleurs rappelé le caractère apolitique de l'armée. Vous n'êtes pas des politiques et donc vous n'avez pas à prendre un parti quelconque politique, une part quelconque dans le débat politique. Je sais que vous êtes des citoyens, je sais que vous avez des familles qui, elles, ne sont pas militaires, mais vous avez aussi le devoir de réserve qui vous interdit de prendre une part quelconque dans le débat politique. Je n'aimerais pas entendre que des hommes en armes, nos vaillants soldats, nos vaillants militaires, ont pris fait et cause pour une telle tendance ou une telle autre. S'agissant des plaintes reçues de la part de la police quant à leur traitement supposé être différent des militaires, le commandant suprême a rassuré. J'entends très bien certaines plaintes émanant de la police faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice, ce n'est pas le cas mais je comprends, d'injustice du commandant suprême qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes. Je tâcherai de rééquilibrer les choses, croyez-moi. Séance tenante, un acte de renouvellement de loyauté et de fidélité à l'autorité suprême a été par la suite pris et lu en fin de cérémonie.
80 ans de colonisation, c'est aussi 80 ans des sorties incontrôlées de plusieurs éléments du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. L'heure est au rapatriement de cette immense richesse. Les premiers ministres de la RDC et de la Belgique se sont rencontrés au célèbre musée de Tervuren à Bruxelles pour les premiers inventaires. Jusqu'à Koussema, Sandra Mombo et Coco Molicho. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans les processus de restitution du patrimoine culturel congolais mal acquis, gardé depuis plus d'un siècle ici au musée de Tervuren. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu ce jeudi de son homologue belge Alexandre Descroux le premier inventaire des collections conservées et gérées par l'Africa Museum. Pour les gouvernements belges, l'objectif est d'évaluer dans quelles conditions ces pièces ont été obtenues et de permettre à terme leur restitution. Le processus de restitution est un élément important dans le fait qu'on regarde notre passé de face, qu'on s'est exprimé par rapport à la colonisation, les effets que ça a eu, le regret que notre roi a exprimé par rapport à cela. Et puis la restitution, c'est aussi regarder quelle est la collection qui se trouve ici, de quelle manière est-ce qu'elle a été acquérie dans le passé, et de la restituer si la question est posée, et si ça peut se faire dans les bonnes conditions. Je pense que ça montre qu'on est vraiment dans un partenariat d'égaux où on travaille ensemble. Plus de 70% des pièces collectionnées à Tervuren sont venues du Congo-Kinshasa entre 1885 et 1960. Il reste encore quelques étapes à franchir avant leur retour en terre congolaise. C'est très important d'avoir deux premiers ministres, le Premier ministre belge et le Premier ministre congolais dans un lieu aussi important, mais aussi chargé d'une symbolique lourde qu'est le musée de l'Afrique ici à Tervuren. C'est important. Et le travail sur la restitution, et je préfère le mot reconstitution du patrimoine congolais, il est important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir un dialogue de fond sur notre histoire, une histoire qui comporte des zones d'ombre, mais une histoire qui est commune pour partie entre le peuple congolais et le peuple belge. Du côté belge, on a passé un texte juridique qui permet d'étudier de la restitution sur l'ensemble du patrimoine qui est originaire du Congo et qui est détenu aujourd'hui en Belgique. Et aujourd'hui, on a remis symboliquement l'inventaire de ce patrimoine au Premier ministre congolais pour donner la transparence complète sur ce qui est chez nous et donc ce qui potentiellement peut faire l'objet d'une restitution ou d'une reconstitution. Et quelle peut être la prochaine étape ? La prochaine étape, elle est de signer un accord bilatéral entre la Belgique et le Congo pour mettre sur pied cette commission de scientifiques, d'historiens qui va pouvoir se saisir de dossiers de restitution et on espère que ça puisse aller relativement vite, en tous les cas en 2022. La cérémonie de séjour est une réponse positive au plaidoyer fait par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. La cérémonie est tellement importante qu'elle a mobilisé les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et celui de la communication et médias. Les chefs du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, s'en félicitent. Pour nous, c'est un moment historique parce que c'est un processus, je vais dire volontaire, et qui a montré justement l'intérêt pour nos deux nations qui, comme vous le savez, ont un lien historique assez fort et particulier et une volonté de montrer que sur une question d'intérêt, en tout cas pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la reconstitution du patrimoine, mais aussi cette volonté affichée par le Royaume de Belgique aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Et vous l'avez dit, ça se fait vraiment en toute collaboration et de manière égalitaire. Et ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, parce que ici, ce n'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi en termes de périodicité à prendre en compte et de comment est-ce que les choses devraient se faire. Et nous, on a encore davantage apprécié le fait qu'une fois que vous êtes revenu ici sur place, vous avez pris un acte. Alors à ce moment-là, un cadre juridique, une loi qui a été prise pour justement accentuer et accélérer le processus. Et pour nous, c'est quelque chose de très important.
À notre niveau, effectivement, nous avons mis en place cette commission qui travaille directement avec notre ministère de la Culture et des Arts. Je pense que dans les jours à venir, il y a un décret qui va être pris aussi dans le même sens pour justement rencontrer les dispositions légales qui ont été prises ici en Belgique. Et je pense que tout ceci devrait se faire dans le cadre justement de cette volonté de nos deux nations de collaborer dans le cadre de cette reconstitution que nous voulons avoir. Dans les prochains mois, Kinshasa devrait donc être rétabli dans ses droits, mais un grand défi l'attend, c'est celui de conserver ses œuvres aussi longtemps que l'ont fait les Belges. L'affaire assassinat Floribert Chebeya à la haute cour militaire, l'heure est à la plaidoirie des partis civils défendant les intérêts de la famille du défunt. Dans la présentation des faits, les avocats ont démontré les différentes étapes menant à l'assassinat de Chebeya et de son chauffeur. Les détails avec Marie Kalong. Cette cause nous rappelle les doubles assassinats de nos deux camarades qui ont fini leur vie, oui, ils ont fini leur vie dans un sachet noir. Les mêmes menottés, et les coups scotchés, avec un bras autour de leur cou pour les étouffer. C'est en ces termes que le Conseil de partis civils défendant les intérêts de familles de défunts Floribert Chebeya et Fidel Bazana ont débuté leur plaidoirie devant la haute cour militaire. Une étape que les avocats considèrent dans leur profession comme un moment solennel d'écrire une histoire. En effet, ces praticiens du droit ont circonscrit leur intervention par le mot d'introduction. La présentation de faits faite par Maître Peter Ngomu et Maître Marie-Louise Okaku. Question pertinente de votre haute cour à Mugabu. Par le passé, avez-vous déjà fait pareille opération? Il a dit non. Même chez le président, honorablement de la composition, ces dénégations ne peuvent pas retenir votre attention. Parce que vous aurez remarqué qu'il a agi avec dextérité. La haute cour a renvoyé la poursuite de la plaidoirie de partie civile à mercredi 23 février 2022. À cette audience, les avocats vont aborder les points sur l'analyse des infractions, l'administration de preuves, pour conclure par les dispositifs. Une délégation des professeurs, membres du réseau des associations d'enseignants des universités et instituts supérieurs s'est rendue au Sénat avec leur collègue le professeur Modeste Bahatsi-Lukwebo qui s'est impliqué pour le début des négociations entre Rapico et le gouvernement. Les professeurs sont venus exprimer leur reconnaissance au speaker de la Chambre haute du Parlement, Gaylor Kimpianga. La grève des professeurs d'universités et instituts supérieurs l'a personnellement préoccupé. Le président du Sénat, le professeur Modeste Bahatsi-Lukwebo, s'est impliqué pour une issue heureuse avec le début récent des négociations entre le bon gouvernement et Rapico. Une forte délégation des professeurs membres du réseau des associations d'enseignants des universités et instituts supérieurs officiels de la République démocratique du Congo est venue exprimer sa gratitude au président du Sénat, le professeur Modeste Bahatsi-Lukwebo, pour ces négociations qui ont conduit à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Modeste Bahati a pour sa part rassuré ses interlocuteurs tout en leur rappelant la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Si nous sommes là, c'est pour le remercier. C'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que n'y était son intervention, peut-être nous serions encore là sans que le processus ait commencé. Donc c'est grâce à lui que nous en sommes arrivés là. D'où il est important pour nous, pour venir lui rendre compte et lui dire merci. Je profite de cette occasion pour remercier le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président de la République, qui ont permis à ce que ces assises aient lieu. Concernant la reprise des activités dans les universités et instituts supérieurs officiels, le professeur Rodolphe Liolo, coordinateur du Rapico, a indiqué que les professeurs ne reprendront les cours qu'à l'issue des travaux en commission paritaire qui vont bientôt commencer.
Elle est arrivée fin mandat en République démocratique du Congo. La représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés est allée dire ses adieux au gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Kashamadjoni. Regardez. Poursuivant sa mission de pacification et de réconfort moral aux populations des territoires de Djougou et d'Irumu, victimes des atrocités des groupes armés, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est rendu ce jeudi à Rou, en chefferie de Bahema Nord, à plus ou moins 60 km au nord de Bunia. Dans son adresse à la population, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a rassuré et réitéré l'engagement du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer l'autorité de l'État et pacifier complètement le territoire de Djougou, épicentre des hostilités 2005 au déco. Mon objectif, c'est d'abord compatir avec cette population. Cette population a vraiment souffert. Alors, je suis venu moi-même les voir de deux. Tout ce qu'ils avaient réclamé, notamment sur la sécurité. Les messages avaient été envoyés au chef d'état-major général qui les a répercutés, qui a répercuté le ministère de défense jusque chez le grand chef. Première visite de l'autorité provinciale est saluée par le chef de la chefferie de Bahema Nord, Pilo Moulindo. J'ai remercié le président de la République, le gouverneur lui-même, avec son équipe, même l'administrateur du territoire. Dans sa gibecière parentale, le gouverneur militaire a apporté un soutien financier aux familles de victimes des attaques de Tchi, Ivo et de Drodro. Comme vous pouvez le constater à travers ces images, ces personnes déplacées ont besoin d'une assistance humanitaire ainsi que de la sécurité pour regagner leur village d'origine. Depuis le site de déplacés d'Hérault en territoire de Djougou, Suleiman Junior, RTNC. Comment la RTNC compte accompagner le ministère du portefeuille dans ses différentes activités? Eh bien, la question était au cœur d'une séance de travail entre la ministre d'État Adel Kaina et le directeur général intérimaire de la chaîne nationale Belidé Bunga, Angèle Mabiala-Lontou. La radio-télévision nationale congolaise s'engage à accompagner le ministère du portefeuille dans sa large mission de promouvoir les entreprises publiques. Le directeur général de la chaîne officielle de la RDC l'a dit à la patronne du portefeuille. Pour Belidé Bunga, il est plus que temps que l'opinion soit informée de différentes restructurations profondes qu'elles subissent les entreprises de l'État, fruit de la volonté manifeste du gouvernement de la République matérialisée par le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adel Kaina. Ces entreprises qui, pour la plupart, sont dans un état déplorable, avec un outil de travail obsolète, des arriérés des salaires, ont besoin de l'appui du gouvernement et de surcroît de la chaîne nationale afin de renaître de leurs cendres. Nous avons le rôle d'informer, d'abord. Et c'est ce premier souci qui nous anime. Et c'est le premier devoir que nous avons vis-à-vis de l'entreprise. Bien. Des difficultés. Et c'est ainsi qu'ils seront peut-être plus tolérants, plus compréhensible sur ce qu'on vit. Adel Kaina Maïna et Belidé Bunga ont une même histoire. Ils ont été députés à l'Assemblée à CLPT de 2000 à 2003. Le plan de réponse militaire 2022 a été lancé par de la justice et garde de Sceaux Rose Mutombo-Kissé. C'était en présence de différents intervenants afin d'anticiper les situations de catastrophe de façon coordonnée et durable. Lisette Mojinga Mutombo. Devant un parterre des humanistes et autres membres du gouvernement, Modeste Mutinga Mutuishai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a présenté la situation globale du secteur humanitaire en République démocratique du Congo. Cette situation, bien plus préoccupante et catastrophique, nécessite une réponse coordonnée et durable. C'est la raison d'être de cette cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire 2022 par la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Ce plan a néanmoins le mérite de nous renseigner de manière objective sur tous les problèmes identifiés par les humanitaires en action sur terrain. En dépit de plusieurs défis à relever, le gouvernement s'attelle depuis son investiture à mettre au service des sinistrés des catastrophes naturelles et autres victimes des groupes armés à l'est du pays l'assistance nécessaire. La communauté internationale a rédigé cette réponse humanitaire qui nécessite l'adhésion du gouvernement et du peuple congolais et qu'ensemble, nous puissions mener un plaidoyer pour trouver les ressources suffisantes en vue de répondre à cette problématique.
Les 2 ministres présents à la cérémonie ont promis d'accompagner les humanitaires dans les différentes réponses à réserver aux vulnérables. À l'environnement, l'heure est à la préparation de participation des pays membres de la Commission de forêt d'Afrique. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Elle vient de tenir sa 33e réunion. Regardez. Réunis à Douala au Cameroun, le groupe de travail biodiversité d'Afrique centrale, après avoir ratifié la Convention sur la diversité biologique qui définit un cadre environnemental, une vision qu'ils veulent évidemment matérialiser en formulant une position commune, travailler à la défense et à la préservation de ces patrimoines et qui doivent faire entendre leur appui à la COMIFAC, les secrétariats exécutifs de la Commission des forêts d'Afrique s'inscrit dans la logique de gestion coordonnée et harmonisée des ressources forestières. La 33e réunion s'est penchée sur tous ces sujets. La réunion est très déterminante puisque c'est à l'issue de cette dernière que les pays membres de l'espace COMIFAC vont prendre des positions communes parce qu'en tant que sous-région, nous devons parler d'une seule voix par rapport aux échéances qui se présentent à nous. On va fouiller, analyser pour permettre aux différents pays de l'Afrique centrale de trouver leur compte et leur intérêt dans ce cadre mondial. Autre sujet au centre des préoccupations, la défense des intérêts des pays de l'espace. Ambition affirmée donc pour une Afrique centrale décidée plus que jamais à travailler dans le sens de réduire l'appauvrissement de la diversité biologique et la COMIFAC qui possède une riche et extraordinaire diversité biologique. L'inspecteur général de finances et chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, a échangé aujourd'hui avec le président de la CENI, Denis Kadima. Les discussions entre les deux personnalités ont gravité autour de la collaboration dans le cadre de la bonne gestion des fonds publics alloués à la CENI. Tétis Samba, Eric Kabamba et Hervé Mpoudi. Ça va très bien. Ça va très bien. Merci. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu une séance de travail avec le chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Jules Alinguete, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Ensemble, ils ont évoqué les modalités pratiques d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF évoquées entre Denis Kadima, président de la CENI, et Jules Alinguete. Cela pour une bonne gouvernance des ressources financières. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, encadrement et accompagnement sur les opérations financières. Il y a 3 mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Une occasion pour Jules Alinguete de rappeler que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour de comptes puisse procéder à un audit interne en vue de faire rapport au Parlement et au Président de la République. Mais pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à la disposition par le gouvernement aux fins d'organiser les élections, le bureau de la CENI a souhaité se faire régulièrement accompagné par l'IGF. Comment gérer les déchets provenant des unités fluviales en République démocratique du Congo? Cette question a fait l'objet d'un atelier national. Les directives de cette gestion ont été examinées par les experts du ministère des Transports et Voies de Communication ainsi que ceux de la SICOS. La pollution dans les eaux du bassin du Congo, selon les experts,
est causée non seulement par les déchets déversés par les industries et les ménages dans les cours d'eau, mais aussi par les déchets rejetés sans contrôle au niveau des ports, aussi provenant des bateaux et barges d'hydrocarbures. Une étude menée par la SICOS révèle la faible existence des équipements de collecte, des transports et des stockages de ces déchets au niveau des ports, aussi l'inexistence dans ces États membres de la réglementation à la matière et autres. Voilà qui explique cet atelier national présidé par Bongen Mbonga, conseiller du ministre des Transports et Voies de Communication, avec les concours du consultant William Beignet. À l'issue de cet atelier, nous allons avoir des instruments de gestion responsables de notre patrimoine commun, qui est le cours d'eau. Vous savez, ce cours d'eau-là a toute une implication dans l'économie nationale. Dans ce même élan de contribuer à la réduction de cette pollution dans les eaux intérieures, la SICOS a poursuivi l'élaboration des règlements communs, comme l'a dit Georges Goulenfouka, représentant de Madame le secrétaire général de la SICOS. Cet atelier national constitue l'une des activités clés dans la mise en œuvre du projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone SICOS, en sigle par 7. À la fin de cet échange de 3 jours, les participants auront bien examiné et enrichi les différents règlements communs élaborés en vue de leur adoption par les instances dirigeantes de la SICOS. Le secteur de l'eau et de l'électricité intéresse au plus haut point les investisseurs qui se bousculent au portillon de la RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende, a échangé pour ce faire avec les émissaires de la CPGL, du PNUD, du CFAO et l'ambassadeur de Serbie en RDC. Le tout dans ce condensé signé Joseph Oscar Mbalkaïch. Les nouveaux chefs de projet sur la cascade Ruzizi 3 a été présenté au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Moukaleng. Il s'agit de Luciano Canal qui va désormais s'occuper du développement de ces projets intégrateurs qui concernent le Rwanda, le Burundi et la RDC. Un autre projet en pipeline, c'est le projet Ruzizi 4, a-t-il annoncé. Le groupe CFAO est venu quant à lui étudier avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité les possibilités d'investir dans les secteurs de l'eau. À part Ruzizi 3, nous avons Ruzizi 4. Nous avons aussi un projet dans le solaire au niveau de Kamanyola. Nous avons le projet dans la rivière Semeleki et enfin un projet sur la rivière Mugomba. Ce sont des projets que nous menons pour les 3 pays. Et tout ça, c'est pour pallier au déficit que les grands la connaissent. Même démarche pour les PNUD à travers sa représentante résidente adjointe en RDC, Rokia Yedieng, qui, en plus de civilité à l'endroit du ministre, a passé en revue les projets que son organisme finance en RDC. Enfin, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Moukaleng, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie, Miroljub Jevtic, question de renforcer les relations entre la RDC et la Serbie. Les 2 personnalités ont à cette occasion parlé énergie dans les domaines solaires qui est déjà avancé au niveau de la Serbie. La Serbie a beaucoup développé ce type d'industrie dans tous les coins des villes avec la production d'électricité utilisant la force de l'eau que l'on transforme en énergie solaire. Et son pays veut aussi partager cette expérience avec la RDC, surtout que l'on vient de découvrir l'énergie géothermique dans le sud-est de la Serbie. Les projets découpés en 2 phases, moyen et court terme, dont la ville pilote sera Kinshasa, la capitale, avant d'atteindre le Congo profond. L'amélioration des conditions de travail à l'Office congolais de contrôle, on en parle dans ce journal avec l'inauguration par le ministre du Commerce extérieur du centre médical rénové de l'OCC, Jacques Tchibobamiji. Du centre médical OCC au centre hospitalier OCC, un grand pas a été franchi, près de 30 ans après, dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire du personnel de l'Office congolais des contrôles. Un acte majeur suivi d'un autre
les paiements tant attendus des décomptes finales aux cadres et agents retraités de l'OCC, et ce, pour la période allant de juin 2015 à mars 2019, ajoutez à cela les familles des agents décédés. En présence du ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongba, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Gabi Loubiba Mampouya, est revenu sur les contextes si singuliers des actes posés qui s'inscrivent dans la droite ligne de la mise en œuvre de la vision managériale pour une réforme de l'Office. Depuis notre avènement à la tête de l'OCC, par la volonté suprême du chef de l'État et la bénédiction du gouvernement, nous nous sommes préoccupés de la réalisation de l'objet social, l'évaluation de la conformité, autant que du social des travailleurs ici rassemblés. Tel est le sens profond de la présente manifestation pour assurer le travail de l'OCC de notre sincère engagement à coupler la réalisation de l'objet social, les attentes de toutes les parties intéressées extérieures ainsi que celles des parties prenantes internes. Et les deux aspects de notre cérémonie aujourd'hui démontrent suffisamment qu'au-delà de l'aspect technique de l'OCC, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui sont le premier facteur de production et pour lesquels l'attention du management devait être la plus assurée. Une ère nouvelle s'ouvre donc à l'OCC. Les nouveaux comités de gestion entrevoient implémenter une dimension importante de la culture d'entreprise au sein de l'Office congolais des contrôles. Plus de 100 000 ménages du groupement Luvungi dans le sud Kivu seront bientôt desservis en eau potable. Le ministre d'État en charge du développement rural a visité la station d'adduction d'eau potable. Par la même occasion, il a lancé les travaux d'électrification des agglomérations de Katogota et Luvungi. Ndolodémas Jean-Pierre. De soulagement pour les populations des quartiers Rugoba-Goba, Rwagaga, 100 000 dans le groupement Itara Luvungi. Mercredi 16 février, le patron du développement rural est arrivé dans cette partie du territoire d'Uvira, dans le sud Kivu. François Robuta Masumbuko a visité la station d'adduction d'eau potable moderne, un motif de satisfaction pour le numéro 1 du développement rural. Nous sommes à Luvungi, chef lié du groupement d'Itara. C'est la plus grande agglomération du territoire d'Uvira. Nous sommes donc venus ici voir les travaux d'adduction d'eau potable que nous avons lancés il y a quelques mois. Nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux parce que les techniciens viennent de me dire que ça sera opérationnel d'ici fin mars. Ce qui fait que les 100 000 habitants de Luvungi seront approvisionnés en eau potable. Une œuvre du ministère du développement rural qui est conduite par moi-même, François Robuta, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et celui qui poursuit les travaux dans leur exécution, c'est le secrétaire général Georges Kouti. Après l'étape de Luvungi, cap vers Kamanyola, toujours dans le territoire d'Uvira, là, le warrior du gouvernement Samalukonde a procédé au lancement des travaux d'électrification des agglomérations de Katogota et Luvungi à partir de la cité de Kamanyola. Un motif de satisfaction pour cette population. Prochaine étape de ce périple, inspection des travaux de construction et réhabilitation des routes de desserte agricole dans le territoire de Fizi par le ministre d'État en charge du développement rural, François Robuta Masumbuko. Il y a 40 ans que le parti présidentiel UDPS a été créé. Les militants de cette formation politique du Congo central se sont réunis au terrain d'Amar pour célébrer avec faste cet anniversaire. Alain Bikaï. Le 40e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social était célébré avec faste le 15 février dernier dans la ville de Matadi par la fédération de ces partis. Cadres, combattants et alliés du parti d'Etienne Tshisekedi se sont retrouvés au stade d'Amar de cette ville afin de rendre grâce à l'Éternel pour son accompagnement pendant 40 ans. Une occasion aussi pour l'UDPS Matadi de se souvenir du combat politique d'Etienne Tshisekedi et de ses compagnons d'élite. Dans sa prêche, le prédicateur du jour, Pasteur Kimeka, a appelé les Né-Congo à prier et soutenir les fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le choix divin. L'aboutissement du projet de construction du port en eau profonde des Bananas et d'autres réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo seront une bonne chose pour la province de Kasavubu, a-t-il indiqué. Le président fédéral
et représentant du secrétaire général Augustin Kabouya a retracé l'historique de ces partis et des pères fondateurs. Dominique Odiambete a fait remarquer à l'assistance que l'UDPS a été créé pour combattre la dictature mauricienne qui consacrait le monopartisme et la restriction des libertés individuelles. Après s'en est suivi l'installation des comités cellulaires de Matadi par le président fédéral, avec comme objectif de préparer les élections de 2023 et accorder à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un deuxième mandat avec une majorité parlementaire écrasante au Parlement. À l'ouverture de ce journal, nous vous l'avions dit que nous recevons pour vous M. Adam Chalué. Il est coordonnateur de la campagne Bolingo. Bonsoir M. Adam. Bonsoir Madame. Oui, nous allons parler de cette campagne, au fait, lutte contre le racisme, la xénophobie, le tribalisme, dénommé Bolingo, Mapendo Dinangazola, l'amour, au fait. En quoi consiste-t-il? Madame, comme vous le savez, le tribalisme, la xénophobie, ce sont des réalités dans notre pays et nous aspirons le développement. Et pour se développer, nous avons besoin de tout le monde sans distinction, sans regarder si on vient de quelle province, de quel territoire, de quelle commune. Et nous lançons cette campagne, nous sommes à notre 3e édition. Nous l'avons débuté en 2020 et aujourd'hui nous sommes à notre 3e édition et cette 3e édition a un caractère national. Comme vous le savez, Malaika, initiateur de ce projet, est basé à Lubumbashi. Et pour cette 3e édition, nous avons voulu donner un caractère national et international avec la participation pour cette 3e édition de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, de la représentation de l'Union africaine, de l'ambassade de la République populaire de Chine et du ministère de la communication et médias. Et donc voilà, c'est un peu ça. Il faut sensibiliser les Congolaises et les Congolais et tous ceux qui habitent la République démocratique du Congo. Et comment comptez-vous faire? Quels sont les moyens que vous avez utilisés justement pour atteindre tout ce monde-là, sachant que la RDC est un pays continent? Et pour cette 3e édition, nous avons choisi 3 sites. La ville de Lubumbashi, la capitale Kinshasa, Mbujimai, Matadi, Goma et la ville de Lissala. Ce sont des activités que nous allons organiser thématiques tous les mois. Cette campagne débute ce soir, le 17 février, jusqu'au 10 décembre 2022. Et en dehors des activités sur terrain, c'est des activités médiatiques, notamment avec des capsules, la Minute Bolingo, Mapendo Dinanga, qui sera diffusée à travers le média, notamment la chaîne nationale. Et voilà. Et vous avez un dernier mot, un message à lancer à nos nombreux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour participer à cette campagne? Les modalités de participation seront communiquées à travers vos antennes. Et c'est une campagne qui nous concerne tous, sans distinction de race, de religion. C'est une campagne qui concerne tous ceux qui ont choisi d'habiter en République démocratique du Congo. Il est temps de sensibiliser contre ces fléaux qui peuvent nous empêcher à voir notre pays, la République démocratique du Congo, s'est développé. Merci beaucoup, M. Adam Chalué. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la campagne Bolingo. Je vous remercie, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez justement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à